Alors bonjour tout le monde, vous regardez Spartakiade, le podcast qui vous éduque sur la littérature marxiste. Et voilà, que dire de plus, nous avons franchi la barre des 100 abonnés sur YouTube, c'est incroyable, je pense que ça mérite une ovation, voilà, la chaîne continue son irrésistible ascension vers la gloire. Que dire de plus? Comme d'habitude, le traditionnel rappel, d'abord une petite lecture, et ensuite on se retrouve sur Discord pour en discuter, en espérant que les échanges soient riches, et ils le seront assurément. La lecture d'aujourd'hui, nous allons reprendre une bonne partie de ce qu'on avait étudié la dernière fois, c'est-à-dire le passage sur le cours de la monnaie, parce qu'on l'avait simplement lu et on n'avait pas vraiment pu s'attarder dessus. Et ensuite, nous finirons le chapitre en traitant du passage sur la monnaie comme signe de valeur. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Et donc, nous aurons 2 temps d'échange sur Discord. Le premier, après ma présentation que je ferai à titre de rappel sur le cours de la monnaie. Et ensuite, nous pourrons aborder le passage du jour. Voilà, j'espère que ça vous va, j'espère que c'est clair pour vous. Et sans plus attendre, nous passons à la lecture. Chapitre 3, la monnaie, partie 3. Et donc précédemment, sur la chaîne, qu'avions-nous vu? Nous avions commencé, comme je le disais, à étudier le passage sur le cours de la monnaie. Alors nous avons vu que la monnaie, elle est mesure des valeurs au moment de la fixation des prix. Donc quand on attribue un prix à une marchandise, on exprime la valeur, c'est-à-dire le temps de travail socialement nécessaire en prix, c'est-à-dire en une quantité de monnaie imaginaire, en une quantité d'or imaginaire, puisque ici, la matière tangible, physique, qui sert de monnaie, c'est l'or. Voilà, c'est l'hypothèse dans laquelle on suit le bon vieux Karl. La monnaie remplit également la fonction de moyen de circulation, parce que quand on fait un échange sur le marché, on va bien échanger sa marchandise contre quelque chose, et ce quelque chose, puisqu'on a arrêté de faire du troc il y a de cela maintenant quelques pages, ce quelque chose, c'est la monnaie. Marx nous a dit quelque chose d'assez déroutant. Il nous a dit: le mouvement de la monnaie est unilatéral, contrairement au mouvement de la marchandise qui est circulatoire. Ce qui nous ramène à la formule MAM. Nous nous souvenons donc que dans cette formule, ce qu'elle exprime, c'est que notre bon Steve, il échange une marchandise sur le marché, marchandise qui n'est pas une valeur d'usage pour lui. Mettons qu'il veuille se séparer du lingot de fer qu'il a produit pour acquérir du pain car il a faim. Il passe donc par l'argent, sa marchandise se transforme en argent, donc elle passe du pôle relatif au pôle équivalent. Nous nous souvenons que l'argent, la monnaie, c'est l'équivalent général de toutes les autres marchandises. Et cette même marchandise accomplit une deuxième transformation à travers l'achat pour se convertir en pain. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'un mouvement circulaire? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une même marchandise qui se transforme, alors que dans la réalité physique, personne n'a le pouvoir de changer les lingots de fer en or ni en pain? Eh bien parce que c'est une même valeur, en vérité. Je rappelle qu'on est dans le cadre de la circulation simple. Dans le cadre de la circulation simple, ce qui nous motive, c'est la recherche de valeurs d'usage. Et cette valeur d'usage, elle doit passer par le truchement de la valeur d'échange qui, elle, peut prendre diverses formes, puisque dans son fond, la valeur d'échange, ça n'est donc, comme on le sait déjà maintenant, que le temps de travail socialement nécessaire. Et donc celui-là, il peut s'incarner, il est la fluidité même par rapport au corps pesant et immobile des marchandises. Nous avons donc un mouvement circulaire, marchandise qui devient argent et qui redevient marchandise. Et Marx nous dit, à contrario, le mouvement de l'argent, il est unilatéral. Pourquoi ?
Eh bien parce que quand Steve échange une marchandise contre de l'argent et qu'il récupère une marchandise après, alors dans un premier temps, lorsqu'il vend sa marchandise, il obtient de l'argent en retour. Ensuite, lorsqu'il achète sa seconde marchandise avec cet argent, l'argent ne revient pas à son point de départ. L'argent, il va à un troisième producteur qui lui vend le pain. Voilà, et donc Marx nous dit, dans la circulation simple, l'argent passe de main en main, mais il ne fait jamais de cercle pour revenir à son point de départ. Puisque l'argent reste toujours dans la sphère de la circulation, et à ce titre-là, il y a que marginalement du nouvel argent qui rentre dans la circulation, tandis que les marchandises, elles se renouvellent perpétuellement. Et donc c'est elles qui donnent l'impulsion. Et Marx nous dit, attention, le cours de la monnaie, il donne cette illusion de par le fait que l'argent c'est la médiation universelle, qu'il reste toujours dans la sphère des échanges, contrairement aux marchandises, la sphère de la circulation, pardon. Tout cela nous donne l'illusion que c'est l'argent qui fait bouger les marchandises. Alors que pas du tout. Là, dans le cadre de la circulation simple, si on va vraiment jusqu'au bout du bout, c'est d'une part la production, d'autre part la consommation de ces marchandises en vue de satisfaire des besoins humains déterminés qui mettent toute cette multiplicité d'engrenages, Marx utilise le mot engrenage, c'est ça qui le met en marche. Ensuite, et là nous commençons à attaquer ce que nous avions lu sans pouvoir vraiment l'expliquer. Marx nous parle de la masse de la monnaie en circulation. Supposons qu'on ait un producteur de lingots, un producteur de cochons, un producteur d'épées et un producteur de pain, qui produisent chacun tant et tant de leurs marchandises respectives, la valeur de chacune d'entre elles étant de $1, €1, bref, une pépite d'or dans notre exemple. Mettons que donc d'un côté, tous ces braves gens-là veuillent réaliser simultanément le prix de leurs marchandises, avec donc ce qui suppose un intervenant externe qui va du coup lui avoir les pépites d'or et les échanger. Nous avons donc d'une part une somme de prix, d'autre part une masse d'argent qui est nécessaire à réaliser tous ces prix simultanément. Bon, jusque-là, tout va bien. Là où ça se complique un peu, c'est si on a d'abord machin qui vend son lingot d'or, puis qui vend son lingot de fer, machin qui vend son lingot de fer, puis qui utilise l'argent ainsi obtenu pour acheter un cochon. Ce cochon est ensuite vendu contre de l'argent qui sert à acheter une épée, etc., etc. Et en fait, nous voyons que toutes ces suites d'achats et de ventes peuvent former une chaîne. Et entre deux marchandises qui sont des maillons de cette chaîne, il y a un maillon qui revient à chaque fois, c'est le maillon argent. Et donc là, nous voyons que d'un côté, tous ces prix dont la somme vaut $4, en fait, pour se réaliser, puisqu'ils ne se réalisent plus simultanément, mais à la suite les uns des autres, ils n'ont besoin que de l'équivalent de $1 comme monnaie réellement circulante. À partir de là, Marx nous définit une chose qui est la vitesse du cours de la monnaie. La vitesse du cours de la monnaie, c'est le nombre de tours, donc MAM, ce que nous venons de voir ici, là, les quatre échanges, c'est 4 opérations MAM. La dernière marchandise n'apparaît pas, mais peu importe. Donc, nombre de tours divisé par un laps de temps. Jusque-là, pareil, comme tout ce qui précède, en fait, c'est parfaitement logique. Et je ne sais pas si vous avez déjà des questions à ce stade. Si c'est le cas, commencez à les noter et on en parle sur Discord très très rapidement. Nous avons donc quatre concepts qui sont en relation et je ne vais
je pense pas... Enfin, à mon sens, ça va plus compliquer les choses de revenir exactement sur ce que dit Marx, sur les interactions entre ces quatre notions. Mais en tout cas, il y a tout un développement, si vous vous en souvenez, très clair tes explications. Je ne sais pas si c'est du sarcasme ou pas. J'espère que non, mais je comprendrais que ça le soit. Bref, nous avons donc la somme des prix que nous venons de voir précédemment, la masse de la monnaie en circulation que nous avons vu également, la masse des marchandises circulantes que je n'ai pas mentionné explicitement, mais qui se comprend de façon tout à fait simple, hein, la masse des marchandises circulantes, et ben, dans cet exemple-là, ça va être un lingot de fer, un cochon, une épée en diamant et une miche de pain. Voilà. Abstraction faite, pour le coup, de leur prix. Évidemment, on va passer de leur prix en considérant leur valeur. Mais si on parle de leur masse, c'est vraiment simplement la quantité de marchandises ou de valeur d'usage déterminée. Donc masse des marchandises circulantes, hein, très important, qui sont jetées dans la circulation et dont on suppose que l'échange se réalise toujours, puisqu'on est dans la circulation simple. Et c'est assez important de le noter à mon sens. Et enfin, vitesse du cours de la monnaie. Et donc Marx nous explique que ces quatre paramètres se conditionnent mutuellement. Et donc il fait un exposé un petit peu, globalement mathématique du truc. Sur lequel je vous invite pareil à noter vos questions. Hein. Vous pouvez tout de suite, si vous avez le texte sous les yeux, revoir le passage en question, parce que c'est vrai que ça peut être un peu technique, mais au final c'est purement des maths. Et il me semble que nous arrivons à peu près à la fin de cet exposé introductif. Je vous ai remis une citation du texte que je trouve assez importante. L'illusion d'après laquelle les prix des marchandises sont déterminés par la masse des moyens de circulation, et cette masse par l'abondance des métaux précieux dans un pays, repose originellement sur l'hypothèse absurde que les marchandises et l'argent entrent dans la circulation, les unes sans prix, l'autre sans valeur. Marx, ici, nous invite à voir les choses dans leur totalité et dans leur interaction. Ce qui est toujours un point important et qu'il ne faut pas négliger. Et avant de clore cette présentation, on avait eu la dernière fois des échanges, notamment avec Julien, qui nous demandait, mais en fait, là, Marx, est-ce qu'il ne vient pas de nous expliquer l'inflation ? C'est-à-dire, avec cette idée de masse de la monnaie circulante, qu'on met en rapport avec les prix, est-ce qu'il n'y a pas déjà moyen d'expliquer l'inflation ? Après avoir relu le texte, ma position c'est que non, on ne peut pas expliquer l'inflation dans le cadre de la circulation simple. J'en veux pour preuve que dans les exemples qu'il donne d'interaction entre somme des prix, masse de la monnaie, masse des marchandises et vitesse du cours de la monnaie, Marx donc formule certaines hypothèses, et il me semble que toutes ces hypothèses commencent par une variation des prix. Donc il commence par exemple, si les prix augmentent tous en même temps et que la masse de la monnaie en circulation reste identique, il faut que la vitesse du cours de la monnaie augmente, etc. etc. Donc, s'il part d'une augmentation de la somme des prix, de l'inflation donc, c'est qu'il ne s'est pas attaché à développer avant d'où venait cette augmentation des prix. Il nous donne des indices, il nous dit, voilà, toutes ces différentes configurations entre ces quatre facteurs, elles viennent le plus souvent de crises industrielles ou commerciales. Crise industrielle ou commerciale, on ne peut pas les expliquer à ce stade-là du développement. Marx nous dit qu'elles peuvent provenir aussi incidemment d'une hausse de la valeur de la monnaie ou d'une baisse de la valeur de la monnaie. Mettons pour une raison X ou Y, que l'or devienne plus rare ou qu'il devienne beaucoup plus abondant parce qu'on vient de découvrir de nouvelles mines. À ce moment-là,
il me semble qu'on peut comprendre plus directement la question la question d'une certaine forme d'inflation, mais qui n'est pas la forme principale dans l'histoire, si on en croit Marx. Donc pour répondre à Julien, non, on ne peut pas encore expliquer l'inflation à ce stade. C'est ma position, et si vous n'êtes pas d'accord, eh ben je vous défie en octogone. Voili, voilou. Et je vous propose qu'on se retrouve tout de suite sur Discord, avec évidemment les problèmes de son habituels, sinon c'est pas drôle, donc on est peut-être encore parti pour un quart d'heure de configuration et j'ai envie de cramer OBS. Mais sinon tout va bien, on se détend, on boit une petite camomille et je vous dis à tout de suite dans 3-4 minutes. Et il y a moyen qu'il y ait de la reverb, je vais tester ça. Ah, on n'entend pas de reverb, ok. Absolument dégueulasse, mais c'est pas grave. Nous sommes donc sur Discord avec Mishra et Anne. Et Max, tu veux pas te joindre à nous sur le petit Discord là? J'avais dit que je m'appelle Ah oui, pardon. Désolé. Ok, bah bonjour. Et bon, en tout cas, Max, si... Ah, petit problème de PC, d'accord. Bon, Max, si tu as des questions sur le passage qu'on vient de voir, tu peux les écrire dans le chat et on prendra le temps d'y répondre dans la mesure du possible. Enfin, dans la mesure de ma compréhension du texte, en tout cas. Et si je ne me trompe pas, nous avons une question de Mishra, alias Alpachuli. Je sais pas comment tu préfères que je t'appelle. Les deux me vont. Ok, et bah je vais t'appeler Alpachuli parce que c'est un peu plus rigolo. D'accord, bon, alors, si j'ai bien suivi. Masse monétaire en circulation, c'est la somme des prix de chaque produit qui compose un corpus. Et je voulais savoir du coup si PIB, produit intérieur brut, et masse monétaire en circulation étaient la même chose. Merci beaucoup d'avance. De rien, beaucoup d'avance. Alors, le prix, c'est quoi? Le prix, c'est la traduction de la valeur de la marchandise dans une quantité d'or imaginée, dans une quantité de monnaie imaginée. Jusque-là, ça va. Mhm. La masse de la monnaie, enfin la masse de la monnaie en circulation, donc c'est effectivement la somme des prix, parce que chaque prix renvoie à une quantité particulière. Ça, en quoi ça diffère du PIB? Bon, déjà, le PIB, c'est une notion qu'on va pas voir chez Marx, hein, parce que c'est une notion de l'économie bourgeoise, dirait-on. Si je me souviens bien des cours d'économie, le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées des marchandises. Or, Euh, Oui, la traduction Wikipédia? Vas-y. vas-y, on peut regarder Le ça. produit intérieur brut est un indicateur économique créé en 1934 par Simon Kuznets qui permet de mesurer l'activité économique au cours d'une année à l'intérieur de territoires donnés. À l'origine, purement marchand, il prend aujourd'hui partiellement en compte la production des administrations publiques. Je continue. Vas-y. Le PIB est l'indicateur dominant de la mesure de la production quantitative marchande réalisée à l'intérieur d'un pays et l'un des agrégats majeurs des comptes nationaux. Sa variation d'une année sur l'autre est appelée taux de croissance économique. Le PIB diffère du revenu national brut, qui ajoute au PIB les entrées nettes de revenus de facteurs en provenance de l'étranger. Les revenus de facteurs provenant du reste du monde diminués des revenus de facteurs payés au reste du monde. On ferme les parenthèses. Ouais, bon, La je pense composition des qu'on peut établis. s'arrêter Ouais, là. bah, en vrai, c'est ça. Ouais. Euh, Mais du coup, juste pour un territoire donné, du coup, je pense que la définition est la même. Non. Je suis Bon, pas vas-y. d'accord. Je suis pas d'accord. Déjà parce que dans notre masse de monnaie en circulation, on a vu que donc c'est effectivement une masse qui circule dans une période donnée.
Maintenant, pourquoi est-ce que cette période donnée, ce serait un an? Le PIB, il est établi sur une base d'un an, on pourrait dire de façon arbitraire. Ouais, Là, parce qu'il comprend les services. comment? Parce qu'il comprend aussi les services. Et les services, c'est pas bien. C'est quelque chose qui, une fois que l'acte est fait, tu peux pas tu peux pas le garder, quoi. Ouais, alors pour le coup, je sais même pas si. Enfin, là pour l'instant, dans ce qu'on a vu chez Marx, les services, on n'en a pas du tout parlé. Ok. Et je suis pas sûr que Marx considère les services comme des marchandises. Et- Donc déjà, à ce titre-là, il y aurait tout un pan de la définition du PIB qui serait pas compatible avec ce qu'on voit là. ok. Ensuite, donc ton PIB, c'est la somme des valeurs produites. Alors attends, je retourne sur la définition. Oui, je te Tadada. l'envoie. Ouais, tu l'as en vrai, c'est sur Wikipédia. Ouais, je suis sur Wikipédia là. Mais moi je veux voir comment il se calcule en fait. L'agrégat PIB mesure l'activité économique d'un pays au cours d'une période donnée. Il représente le résultat final de l'activité de production des unités productrices résidentes d'un pays. Cette notion peut se définir de trois manières. Le PIB est la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes branches d'activité, augmenter des impôts moins les subventions sur les produits, les blablabla. Ouais. Deuxième définition, le PIB est la somme des emplois finaux intérieurs de biens et services, consommation finale effective, formation brute de capital fixe, variation de stock, plus les exportations, moins les importations. Troisième définition, le PIB est la somme des emplois des comptes d'exploitation des secteurs institutionnels. Rémunération des salariés, impôts sur la production et les importations, moins les subventions, EBE et revenus mixtes. Euh, L'appellation exacte du PIB est le produit intérieur brut au prix du marché. Bon alors, il y a un lien, clairement, dans le sens où oui, on suppose qu'il y a bien une somme de prix dans le PIB. Maintenant, là, l'exemple que nous donne Marx, enfin l'exemple, le cas dans lequel nous met Marx, celui de la circulation simple, il prend pas du tout en compte les importations, les exportations, les services. Il nous précise pas si la durée du cycle dont il parle, elle est d'un an ou pas. Il nous parle pas des consommations intermédiaires qui jouent un rôle dans le calcul du PIB, si je comprends bien. Donc le PIB, c'est une notion beaucoup plus compliquée, je pense, que cette idée de masse de monnaie circulante. D'accord. Voilà. Bah, je pense déjà quand tu reviendras sur les services, on pourra y voir plus clair. Mais je ne suis pas sûr que Marx parle de service dans le Capital. Je pense qu'à un moment, on pourra déduire de ce qu'on aura étudié si les services rentrent ou non dans le cadre de la production marchande qu'étudie le Capital. Mais pour l'instant, il est trop tôt. Ok. Voilà, voilà. Mais merci Ok, pour ta ok. question. En tout cas, j'espère ça va, que la réponse était correcte. Bah, ça va, en vrai, je crois que je vais regarder, je vais continuer à suivre et puis Ok. voir. Le capital, c'est super frustrant là-dessus. Parce que à chaque fois, tu lis et tu as l'impression de comprendre des choses de l'économie telle qu'elle t'est racontée dans les médias. Et c'est un peu vrai Ah, parce que ça t'aide à comprendre plein de trucs. ouais. Sauf que on ne comprend vraiment le passage qu'on lit à un instant T dans le capital que quand on lit les passages suivants. Parce que dans une certaine mesure, c'est les notions les plus développées qui permettent d'expliquer les notions les plus simples. Ok. Ok. Et l'inverse est vrai évidemment, mais ce qui veut dire que tu peux avoir un effet où tu vas être confronté dans ta perception du monde économique actuel à des trucs assez complexes. Genre, là, typiquement, la question de l'inflation que posait Julien la dernière fois, c'est un problème qui se pose dans le cadre d'un capitalisme mondialisé, financiarisé,
avec des médiations extrêmement complexes. Genre ça, au temps de Marx, il n'y a pas. Et à ce stade-là du capital, il n'y a pas du tout. Voilà. Donc Ok, il y a toujours cette tentation en fait d'essayer de sauter des étapes. ok, ça marche. Ouais, vas-y, continue, hein. Ok. Est-ce que tu as des questions? Il est pas là? Non, manifestement, non. Pas de. Ok. Max, Pamplemousse, est-ce que vous avez des questions de votre côté? Pour l'instant, ça va. Ok. Bon, et attention, parce que quand on fera une interro surprise, ça va piquer. Ah, Pamplemousse, non, moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu as une question? Ou ça veut dire non, moi, je n'ai pas de question? Ich nicht verstand, mein Freund. Non, moi, ça va. Ok, et on peut retourner à la lecture alors. C'est y part. À tout de suite. Boum, 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 on reprend. Et c'est parti. Nous en sommes donc au signe de la valeur. Et là, ça devient très très abstrait. Là, la monnaie devient abstraite. Et ça devient même tellement abstrait que ça mérite que je boive un coup de flotte. Punaise, ça fait du bien. On reprend donc. Le numéraire tire son origine de la fonction que la monnaie remplit comme instrument de circulation. Les poids d'or, par exemple, exprimés selon l'étalon officiel dans les prix où les non monétaires des marchandises doivent leur faire face sur le marché comme espèces d'or de la même domination ou comme numéraires. De même que l'établissement de l'étalon des prix, le monnayage est une besogne qui incombe à l'État. Les divers uniformes nationaux que l'or et l'argent revêtent, en tant que numéraires, mais dont ils se dépouillent sur le marché du monde, marquent bien la séparation entre les sphères intérieures ou nationales et la sphère générale de la circulation des marchandises. L'or monnayé et l'or en barre ne se distinguent de prime abord que par la figure, et l'or peut toujours passer d'une de ces formes à l'autre. Cependant, en sortant de la monnaie, le numéraire se trouve déjà sur la voie du creuset. Les monnaies d'or ou d'argent s'usent dans leur cours, les unes plus, les autres moins. À chaque pas qu'une guinée, par exemple, fait dans sa route, elle perd quelque chose de son poids, tout en conservant sa dénomination. Le titre et la matière, la substance métallique et le non monétaire commencent ainsi à se séparer. Des espèces de même nom deviennent de valeur inégale, n'étant plus de même poids. Le poids d'or indiqué par l'étalon des prix ne se trouve plus dans l'or qui circule, lequel cesse par cela même d'être l'équivalent réel des marchandises dont il doit réaliser les prix. L'histoire des monnaies au Moyen-Âge et dans les temps modernes, jusqu'au XVIIIe siècle, n'est guère que l'histoire de cet embrouillement. La tendance naturelle de la circulation à transformer les espèces d'or en un semblant d'or, ou le numéraire en symbole de son poids métallique officiel, est reconnue par les lois les plus récentes sur le degré de perte de métal qui met les espèces hors de cours ou les démonétise. Le cours de la monnaie, en opérant une scission entre le contenu réel et le contenu nominal, entre l'existence métallique et l'existence fonctionnelle des espèces, implique déjà, sous forme latente, la possibilité de les remplacer dans leur fonction de numéraire par des jetons de billons, etc. Les difficultés techniques du monnayage de parties de poids d'or ou d'argent tout à fait diminutives, et cette circonstance que des métaux inférieurs servent de mesure de valeur et circulent comme monnaie jusqu'au moment où le métal précieux vient les détrôner, explique historiquement leur rôle de monnaie symbolique. Ils tiennent lieu de l'or monnayé dans les sphères de la circulation où le roulement du numéraire est le plus rapide, c'est-à-dire où les ventes et les achats se renouvellent incessamment sur la plus petite échelle. Pour empêcher ces satellites de s'établir à la place de l'or, les proportions dans lesquelles ils doivent être acceptés en paiement sont déterminées par des lois.
Les cercles particuliers que parcourent les diverses sortes de monnaies s'entrecroisent naturellement. La monnaie d'appoint, par exemple, apparaît pour payer des fractions d'espèces d'or. L'or entre constamment dans la circulation de détail, mais il en est constamment chassé par la monnaie d'appoint échangée contre lui. La substance métallique des jetons d'argent ou de cuivre est déterminée arbitrairement par la loi. Dans leur cours, ils s'usent encore plus rapidement que les pièces d'or. Leur fonction devient donc par le fait complètement indépendante de leur poids, c'est-à-dire de toute valeur. Néanmoins, et c'est le point le plus important, ils continuent de fonctionner comme remplaçants des espèces d'or. La fonction numéraire de l'or, entièrement détachée de sa valeur métallique, est donc un phénomène produit par les frottements de sa circulation même. Il peut donc être remplacé dans cette fonction par des choses relativement sans valeur aucune, telles que des billets de papier. Et nous faisons une petite pause pour expliquer ce que nous venons de lire. Et je ne sais pas si je vais bien être capable de l'expliquer parce que je me souviens plus de ce qu'il y a sur mes slides. Ah si, petit test. À ce stade-là, si nous faisons abstraction de ce que nous venons de lire, dites-moi dans le chat quelles sont les 3 fonctions de la monnaie que nous connaissons déjà. Je vous écoute, vous avez 1 minute. Allez le chat, on s'active un peu. Je compte sur vous. Si ça marche pas, vraiment... J'ai loupé la question. Quelles sont les 3 fonctions de la monnaie que nous connaissons à ce stade ? Et c'est Max, a.k.a. Je vais pas dire le pseudo qui s'affiche à l'écran parce que c'est tout à fait inconvenant. Mais effectivement, la monnaie est mesure de la valeur et moyen d'échange. Et c'est en effet les 2 fonctions principales que nous avons vues jusque-là. Mais il y en a une troisième. Une troisième qui dépend entièrement de la matière de la monnaie et d'une quantité définie de matière de monnaie, en l'occurrence une quantité définie d'or. Et petit indice, c'est synonyme de cheval. Poney. Tout à fait. L'étalon, exactement. Bien joué, Al Patchouli. Tu viens de nous rejoindre et tu fais déjà preuve d'une performance absolument exceptionnelle. Félicitations. En effet, l'or sert également d'étalon des prix en tant que quantité déterminée d'or. Hein. Si vous vous souvenez bien, ce qu'on avait vu, c'est que, on va dire, je sais pas moi, 1 kg d'or, ça vaut 1 million d'euros, par exemple. Voilà. Et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir déterminer des prix en euros. Parce que l'or a une valeur. Et si vous avez fait attention, là on vient de voir que cette fonction que l'or peut remplir parce qu'il a une valeur, elle commence à passer au second plan dans certains cas, hein, parce que Marx vient de nous dire que la valeur tend à devenir secondaire avec l'introduction du numéraire. Et donc ce qui nous amène à la diapo suivante. Le numéraire. Alors, pour donner une définition, le numéraire, c'est quoi ? En gros, c'est les pièces de monnaie. Voilà, c'est la monnaie métallique dont Marx vient de nous dire qu'elle présente une différence, puisqu'elle s'use physiquement, entre sa valeur réelle et sa valeur nominale. Et on verra dans le passage qui suit la notion de monnaie de crédit. Je le souligne parce qu'elle va être importante pour la suite. Mais Marx prend bien le soin de nous dire que pour l'instant, la monnaie de crédit, on ne va pas en parler parce qu'on est encore dans la circulation simple
et que dans la circulation simple, il n'y a pas de crédit. Voilà. Et je reprends, non sans m'abreuver d'un petit coup de flotte, parce que c'est essentiel. Si dans les jetons métalliques, le caractère purement symbolique est dissimulé jusqu'à un certain point, il se manifeste sans équivoque dans le papier-monnaie. Comme on le voit, ce n'est que le premier pas qui coûte. Il ne s'agit ici que de papier-monnaie d'État avec cours forcé. Il naît spontanément de la circulation métallique. La monnaie de crédit, au contraire, suppose un ensemble de conditions qui, du point de vue de la circulation simple des marchandises, nous sont encore inconnues. Remarquons en passant que si le papier-monnaie proprement dit provient de la fonction de l'argent comme moyen de circulation, la monnaie de crédit a sa racine naturelle dans la fonction de l'argent comme moyen de paiement. L'État jette dans la circulation des billets de papier, sur lesquels sont inscrits des dénominations de numéraires, telles que 1 livre sterling, 5 livres sterling, etc. En tant que ces billets circulent réellement à la place du poids d'or de la même dénomination, leur mouvement ne fait que refléter les lois du cours de la monnaie réelle. Une loi spéciale de la circulation du papier ne peut résulter que de son rôle de représentant de l'or ou de l'argent, et cette loi est très simple. Elle consiste en ce que l'émission du papier-monnaie doit être proportionnée à la quantité d'or ou d'argent dont il est le symbole et qui devrait réellement circuler. La quantité d'or que la circulation peut absorber oscille bien constamment au-dessus ou en dessous d'un certain niveau moyen. Cependant, elle ne tombe jamais au-dessous d'un minimum que l'expérience fait connaître en chaque pays. Que cette masse minima renouvelle sans cesse ses parties intégrantes, c'est-à-dire qu'il y ait un va-et-vient des espèces particulières qui y entrent et en sortent, cela ne change naturellement rien, ni à ses proportions, ni à son roulement continu dans l'enceinte de la circulation. Rien n'empêche donc de la remplacer par des symboles de papier. Si au contraire, les canaux de la circulation se remplissent de papier-monnaie jusqu'à la limite de leur faculté d'absorption pour le métal précieux, alors la moindre oscillation dans le prix des marchandises pourra les faire déborder. Toute mesure est dès lors perdue. Abstraction faite d'un discrédit général, supposons que le papier-monnaie dépasse sa proportion légitime. Après comme avant, il ne représentera dans la circulation des marchandises que le quantum d'or qu'elle exige selon ses lois immanentes et qui, par conséquent, est seul représentable. Si, par exemple, la masse totale du papier est le double de ce qu'elle devrait être, un billet d'1 livre sterling, qui représentait 1/4 d'once d'or, n'en représentera plus que 1/8. L'effet est le même que si l'or, dans sa fonction d'étalon des prix, avait été altéré. Le papier-monnaie est signe d'or, ou signe de monnaie. Le rapport qui existe entre lui et les marchandises consiste tout simplement en ceci, que les mêmes quantités d'or qui sont exprimées idéalement dans leur prix sont représentées symboliquement par lui. Le papier-monnaie n'est donc signe de valeur qu'autant qu'il représente des quantités d'or qui, comme toutes les autres quantités de marchandises, sont aussi des quantités de valeur. On demandera peut-être pourquoi l'or peut être remplacé par des choses sans valeur, par de simples signes. Mais il n'est ainsi remplaçable qu'autant qu'il fonctionne exclusivement comme numéraire ou instrument de circulation. Le caractère exclusif de cette fonction ne se réalise pas, il est vrai, pour les monnaies d'or ou d'argent prises à part, quoiqu'il se manifeste dans le fait que des espèces usées continuent néanmoins à circuler. Chaque pièce d'or n'est simplement instrument de circulation qu'autant qu'elle circule. Il n'en est pas ainsi de la masse d'or minima qui peut être remplacée par le papier-monnaie. Cette masse appartient toujours à la sphère de la circulation, fonctionne sans cesse comme son instrument, et existe exclusivement comme soutien de cette fonction. Son roulement ne représente ainsi que l'alternation continuelle des mouvements inverses de la métamorphose M-A-M, où la figure valeur des marchandises ne leur fait face que pour disparaître aussitôt après, où le remplacement d'une marchandise par l'autre fait glisser la monnaie sans cesse d'une main dans une autre. Son existence fonctionnelle absorbe, pour ainsi dire, son existence matérielle. Reflet fugitif des prix des marchandises, elle ne fonctionne plus que comme signe d'elle-même, et peut par conséquent être remplacée par des signes. Seulement, il faut que le signe de la monnaie soit comme elle socialement valable, et il le devient par le cours forcé.
Cette action coercitive de l'État ne peut s'exercer que dans l'enceinte nationale de la circulation. Mais là seulement aussi peut s'isoler la fonction que la monnaie remplit comme numéraire. Et nous nous retrouvons sur Discord dans 4 minutes et des bananes. A tout de suite. Et nous sommes de retour et nous allons sur le vocal. Bonjour Discord, est-ce que vous m'entendez ? Ok, il y a son père sur le Discord. Allez, venez les loulous. Pamplemousse, on t'attend. On t'attend. Et Alpachouli, je sais pas si t'es encore avec nous. Et si c'est le cas, tu es le bienvenu. Personnellement, j'ai pas trop de questions à poser pour cette partie. Ça me semble plutôt direct. Ok. Par contre, je suis chaud qu'on avance. Tu es chaud qu'on avance, c'est-à-dire qu'on continue la lecture ? Ouais. Si personne n'a des questions. Alors, moi, je serais chaud d'avancer aussi, sauf que j'ai absolument pas prévu de continuer la lecture. Et je vois qu'il y a Anto qui nous rejoint sur le chat. Bonjour Anto, ça fait grave plaisir que tu sois là. N'hésite pas à venir sur le Discord pour discuter un petit peu, si t'as pu jeter un œil au texte. Ah non, il est juste là pour l'audimat. Ok, bah ça fait plaisir quand même, merci Anto. Tiens, Bam est là. Bonsoir. Ah, bien le bonsoir. Salut Pimp, tu vas bien ? Ça va et toi? Bah ça va. J'ai l'impression qu'on t'entend à un volume assez faible. Ouais. Ouais, attends, je vais monter un peu le son. Ah là, Voilà, c'est c'est mieux. mieux. Ah, banger. Bien, bien, bien. Et bah écoute, ça fait plaisir. Est-ce que tu as pu lire le passage ? Est-ce que tu as des questions ? Alors, je l'ai pas lu en avance, mais la lecture que tu as faite m'a semblé très claire, donc ça va. Ok, bon, bah c'est cool, ça veut dire que je sais lire à voix haute. Ça fait plaisir. Ouais, c'est super. Bravo. C'est des années d'études. Euh, Ok. Bon, j'ai l'impression que du coup, il y a peu de questions pour ce soir. Il y a Anto qui nous dit « J'attends ton analyse sur le parallèle possible avec les crypto-monnaies. » Non, il est absolument hors de question qu'on parle de crypto-monnaie à ce stade-là. Il y a un stade où on va en parler, du coup? Je suis pas sûr. Non, par contre, moi j'ai un truc à vous proposer. Je sais pas qui on a sur le chat. Ouais, bon, il y a Pamp, il y a et à voir qui pourra participer au prochain épisode. Et bon, si personne veut participer, c'est pas grave, je le ferai moi-même. Mais ce que je vous propose, c'est de faire un petit exposé sur des faits historiques qui se rapportent à ce qu'on vient de lire. Oh, des devoirs. Exactement, des devoirs avec sanction à la clé. Oh là là. Ça y est, on y est, le stalinisme. Tout à fait. Regarde, j'ai mis une chemise, on dirait que je suis un flic. Avec la moustache, le tableau est parfait. Non, il y a quelques éléments. Je te propose de travailler sur la question des assignats. A2SIGNAT. C'est l'une des premières, sinon la première, je crois, tentative historique de généralisation du papier-monnaie qui a eu lieu pendant la Révolution française. Est-ce que ça t'intéresse de bosser là-dessus et pour la prochaine fois de nous faire un petit exposé sur qu'est-ce que c'est que les assignats, comment ça a marché et comment ça n'a pas marché et pourquoi ? Pourquoi moi? Parce que tu préfères travailler sur le système de Bretton Woods ? C'est quoi le système de Bretton Woods? Qu'est-ce que c'est que le système de Bretton Woods ?
Pamp, est-ce que tu as une idée? Aucune idée, mais moi je veux bien faire un des deux. Ok, ben, merci beaucoup pour ton volontarisme. Incroyable, ça fait plaisir de ouf. Bon, pardon. Le système de Bretton Woods, en gros, système qui a encadré les échanges internationaux après la Seconde Guerre mondiale, donc sous la direction des États-Unis, qui garantissait une convertibilité du dollar en or. Et donc ça pourrait être intéressant, puisque ça va nous ramener à la question du rapport entre le signe de monnaie et la matière de la monnaie, de comment on garantit l'une par l'autre. Donc qu'est-ce que c'était que le système de Bretton Woods, et qu'est-ce qui y a mis fin, et par quoi il a été remplacé? Pamp, est-ce que ça te dirait de Bon, bosser là-dessus? j'avoue, je préfère Ouais, ça assigner. marche. Et toi, tu préfères les assignats? Ouais, celle-là est Donc plus. c'est Ok. ce qu'il faut faire, c'est un diapo présenté. Alors, diapo, t'es pas obligé. Tu peux t'en tenir à un exposé oral. Moi, de mon côté, je ferai un diapo avec les infos que j'aurais trouvées pour, si besoin, compléter ce que tu pourras nous dire. Ah ok, donc la partie visuelle, ce sera sur ton stream. Ok, super. Ouais. Sachant que l'idée, c'est pas forcément d'expliquer l'intégralité du truc à travers ce qu'on a lu chez Marx. Je pense que ça va être trop compliqué si on veut faire ça. En revanche, ça peut être intéressant simplement de poser des repères historiques. Ok, donc l'idée c'est de recontextualiser, d'expliquer un peu comment ça fonctionne, Voilà. pourquoi ça a été créé et comment ça s'est cassé la gueule, par exemple. Par exemple, voilà, de manière dialectique, génétique, comment ça a émergé, pour quelles raisons, comment ça a vécu et comment c'est mort. Ok. Parfait, ça sera fait. Et c'est Oh, incroyable. Franchement, tellement de sérieuse. je suis très fier de vous. Et on va voir. Tu me mets la pression. Bon, mais me met la pression là. Et peut-être Mais moi qu'avec un j'aime peu de bien, chance, Julien moi je pourra suis sérieux participer. pour les trucs comme ça, je travaille, je prends des notes et tout. Mais ouais, j'ai remarqué ça, c'est franchement fort. Et alors, est-ce que... Bon, Anto, je lui demande pas parce que je connais Anto. Al Patchouli, à mon avis, c'est un peu la même, à moins que... Détrompez-moi, les gars, hein. Est-ce que vous voulez intervenir sur le prochain stream pour faire un exposé sur un fait ou une période historique qui se rapporte à la fonction de signe de la valeur? Je suis chaud s'il peut nous faire une présentation de crypto-monnaie. Hein. Ou oui, ou Ah, de même, fou. même à l'histoire de la Le monnaie. fameux Marxcoin. Le Marxcoin. discours de Max Coin. Vas-y, Anto. On compte sur toi semaine prochaine, exposé sur le Marxcoin. T'as une Tu semaine nous pour lancer une proposes crypto-monnaie. le projet de Bon. lancement du Max Coin. Alors, il nous répond peut-être un jour. Autant Ah. vous dire qu'il faut pas trop compter dessus. Al Patchouli, prochain stream, tu veux intervenir sur un sujet ou pas? Oh. J'ai l'air de- Quoi ça Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce son? Je sais pas, il y a eu un son bizarre. Pardon, c'était mon téléphone. Ah, ok. Al Patchouli répond: Pour ma part, je vous suis depuis peu. Ok, bon. Anto et Al Patchouli laissent planer le doute. Ils font du teasing. Écoutez, les mecs, Bon. on verra. On verra. En tout cas, voilà. Mais pas de Prochaine pression en fois. même temps, c'est. Bon, c'est open mic. Non, bien sûr. La prochaine fois. En tout cas, voilà. Prochaine fois, Bretton Woods, les assignats. Je verrai si je peux compléter par d'autres éléments pour faire un panorama historique. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu choisis ces deux références? Les assignats, parce que de ce que je comprends, c'est vraiment le tout début de la généralisation du papier-monnaie. Et donc c'est assez important. Alors? Allô? Allô? Oui, tu Ouais, m'entends? on t'entend. Ok, Ouais. d'accord. Oui, on t'entend toujours. Donc les assignats, parce que c'est le tout début. Bretton Woods, parce que c'est ce qui a structuré les échanges à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et qui après a donné lieu, alors un économiste me corrigera peut-être, mais qui après a donné lieu au système qui nous gouverne aujourd'hui.
Système dont la complexité est, je pense, un peu trop grande pour qu'on puisse vraiment espérer l'expliquer à ce stade. En revanche, Bretton Woods, ça me semble plutôt pas mal. Autres petits éléments que je peux mentionner en passant comme ça. Il y a quelques semaines, le gouvernement de Trump a fait part de son intention d'aller vérifier dans les réserves d'or qui sont conservées sur le sol américain, notamment à Fort Knox, s'il y a bien la quantité d'or nécessaire. Alors, nécessaire à quoi ? On suppose que ça a un rapport avec cette masse d'or en circulation. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils font ça maintenant ? Est-ce que ça veut dire que cette histoire de masse monétaire en circulation a toujours le même rôle ou pas ? Voilà, ça peut être un autre truc assez intéressant à explorer. Et incidemment, je pourrais aussi mentionner le cas de la Turquie. Turquie, qui est un pays qui est connu, en tout cas aujourd'hui, pour être extrêmement friand d'or. Et en particulier, c'est les ménages turcs qui accumulent des quantités d'or complètement dingues. Et peut-être que ça dit quelque chose aussi sur la manière dont fonctionne l'économie turque. Donc voilà, peut-être que pour le prochain épisode, je vous apporterai des éléments là-dessus, si j'arrive à les comprendre, à les expliquer à peu près clairement. Sinon, c'est fort dommage. Anto nous dit, Trump accuse le Deep State d'avoir détourné au moins une partie des réserves fédérales. D'accord, donc en ce sens-là, ce serait juste une espèce d'effet d'annonce. Oui, bon, donc ce serait juste une manière de détourner l'attention. Et il l'a fait après que l'accès au service du Trésor ait été refusé au DOGE, Department of Government Efficiency, donc l'officine qui a pour fonction de licencier des fonctionnaires, si je résume à peu près. Donc on peut le lire plutôt comme une manière de défendre les actions d'Elon Musk. Oui, du coup, ce serait pas structurel. Mais je me demande s'il n'y a pas quand même quelque chose de plus profond que ça. Parce qu'il y a une question de la... Enfin oui, peut-être que la question de la convertibilité en or va se reposer. Mais il me semble avoir vu passer une info sur comme quoi la Chine, qui prend de plus en plus acte de la dédollarisation des échanges, s'est positionnée sur une garantie par l'or un peu accentuée. Voilà. Bref, tout ça est très compliqué, mais en tout cas je reviendrai sur cette histoire de contrôle de la réserve fédérale. On verra si on peut le comprendre sans ajouter plus de confusion que ça. Et je crois qu'on va pouvoir clore cet épisode, hein, parce que la suite du texte, ma foi, je l'ai pas préparé. Et je pensais que ça durerait plus longtemps. Et dernier petit truc. Je vais vous envoyer une source dans le Discord qui peut permettre de faire un petit peu le lien entre ce que nous venons de lire et le monde actuel. C'est pas forcément la source la plus incroyable, la plus scientifiquement élaborée. Il y a sans doute des points très critiquables dedans, mais ça peut peut-être apporter de l'eau à votre moulin. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous ? Super. Ok. Bon, bah, Ouais, au Bravo. top, hein. Bah, merci beaucoup en tout cas encore pour ton travail, hein, c'est génial. Et bah merci à toi pour ta présence et merci d'avance pour ton boulot pour la semaine prochaine. Oula, attends, mais vends pas la charrue avant les bœufs. Je suis sûr que tu vas faire un truc top. Et la semaine prochaine, évidemment, hein, nous poursuivrons notre lecture. Comme d'habitude, vous vous référez au Google Doc que j'ai mis dans le Linktree pour savoir quel passage lire. Voilà, en toute logique, c'est le passage qui suit le chapitre sur la monnaie. Voilà.
Et bah, sur ce, je vous fais la bise, je vous souhaite une excellente soirée. Bon courage pour le lundi qui vient et gloire au communisme. Allez, Bonne ciao soirée à ciao, toi. Ciao. bonne soirée. Euh,